Bienvenue à la Ligue mondiale de la menterie. Je suis votre animateur, Steven Slab. La Ligue mondiale de la menterie est propulsée par la microbrasserie d'Offord Quand on brasse. Première saison, été 2020 de la Ligue mondiale de la menterie, LMM. Les règlements de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM. Les menteries doivent durer environ 7 minutes. C'est une histoire au jeu, une anecdote. Et le but des menteurs et des menteuses est de vous convaincre que leur menterie est vraie. C'est ça, la Ligue mondiale de la menterie. Chaque présence de nos athlètes au stade de la menterie est disséquée, déchiffrée, commentée par nos deux analystes, Walker et Carter. Walker et Carter sont propulsés par la microbrasserie Quand on brasse. Parce que quand on brasse de la menterie, on est là. Il prétend avoir reçu l'ADN de Gary Carter par osmose avec une fausse balle. Premier champion numérique de la menterie, spécialiste du visuel. Il commente même ce qui est hors champ. Votre analyste, Leopold Carter. Il a été proclamé meilleur menteur d'une multitude de concours, surnommé le baron de la menterie, spécialiste des légendes de village. Il n'hésite pas à rehausser le commentaire en ajoutant du piquant. Votre analyste, André-Marc Walker. Division Outre-mer, ça c'est ceux qui viennent de loin. Si tu te bases au Québec, bien sûr. Ligue mondiale de la menterie, LMM. Premier joueur de la division Outre-mer, Adrien Gaudon, natif de Toulouse en France. Il nous arrive avec une histoire à dormir debout. À ton tour, Adrien. Est-ce que vous ronflez? Et si oui, comment vous le savez? Est-ce que vous voyez où je veux en venir? En vrai, dire « je ronfle », c'est uniquement se baser sur la bonne foi de nos partenaires de vie, qui veulent nous faire sentir mal. Pour quelle autre raison dit-on à quelqu'un « t'as ronflé hier soir » si c'est pas pour le faire sentir mal? Regardez, combien de gens dans votre vie vous ont dit que vous ronfliez? Et combien d'ex avez-vous? Hein? Peut-on vraiment faire confiance à cette source d'information? C'est un peu comme ces gens, vous savez, ces collègues de travail qui passent leur temps à vous rabaisser, à vous faire sentir mal. Parce qu'au fond d'eux, ils sont jaloux de vous, de votre bonheur, de votre réussite. Et si c'était la même chose ici? Une espèce de jalousie de notre épanouissement respiratoire, de nos ronronnements nocturnes. Bon, moi je ronfle, il n'y a aucun doute là-dessus. On m'a enregistré à plusieurs reprises et on m'a fait écouter. Bon. Mais par contre, le truc avec moi, c'est que l'expérience ne s'arrête pas là. Quand je dors, pendant mon sommeil, j'offre une expérience complète. Je parle, je ris, je crie et je me lève. Quand le soleil se couche sur la ville, que nos lampes de chevet s'éteignent sur nos corps allongés, pour moi, c'est ma deuxième vie qui commence. Tout a débuté il y a 30 ans. J'avais 5 ans. Je vous pose un peu le décor. Il est 23 h, la maison ronronne dans le silence d'une fin de journée routinière. Il est 23 h, les enfants dorment. Sauf que là, Madeleine Gaudon, ma mère donc, me voit passer dans le couloir et aller vers l'entrée. Elle se retourne vers mon père. « Mais, Michel, qu'est-ce qu'il fait debout, Adrien, à cette heure-là ?»« Oh, mais je sais pas, moi, va voir. Oh, je regarde la télé. » Ma mère se lève et va voir ce qui se passe. Elle rentre dans l'entrée, et là, je suis debout, droit comme un i. Puis je commence à baisser mon bas de pyjama, de baisser mon slip, et de m'asseoir sur le banc, le petit banc, celui à côté du téléphone, en poussant un long soupir. Ma mère m'interpelle. « Mais Adrien, mais qu'est-ce que tu fais? Adrien !» Mais je ne réponds pas. Je regarde droit devant moi dans un silence de cathédrale. Ça, mesdames et messieurs, ça a été ma première rencontre avec le somnambulisme. Car la suite de l'histoire nous apprendra que ma mère a épargné au petit banc, celui à côté du téléphone, une fin tragique, car il allait servir de toilette publique, car j'avais apparemment, selon mon rêve, l'entreprise de déposer les enfants à la piscine. Forcément, c'est quand j'ai commencé à avoir des témoins, ou plus communément appelés des blondes, que j'ai récolté le plus d'anecdotes.
Mais c'était toujours mignon, toujours cute en fait. Il y a eu cette fois où ma blonde m'a raconté que elle s'est réveillée, j'étais par-dessus elle, et en fait j'étais en train de ramasser des objets invisibles avec mes mains au pied du lit, et que je les ramenais et les déposais le long de son corps, et j'ai fait ça genre 5 fois. Prendre un objet invisible, le déposer. Ou encore cette fois où ma blonde se couche, elle était un peu triste, au milieu de la nuit, je me réveille, je la prends par les épaules, je me mets face à elle, et là je commence à la cheery up, comme si on était au départ d'un marathon. Allez, 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 ça va bien se passer, allez! Et là je m'endors. Ou encore cette fois, où au milieu de la nuit, j'ai soulevé mon bureau, j'ai soulevé mon lit, j'ai jeté mes affaires au sol, parce que je rêvais que ma blonde était ensevelie sous des décombres et que je devais la sauver. Ça commence un peu à devenir intense. Mais là où ça a vraiment pris un nouveau virage, où ça a un peu tourné au vinaigre, c'est la nuit où, vous faites souvent ce genre de rêve, j'imagine, on rêve qu'on tombe d'une falaise. Et là, il y a juste un truc pour vous sauver, une branche qui dépasse. Et là, dans mon rêve, je me jette sur la branche, je la saisis à 2 mains, je veux survivre, donc je la serre de toutes mes forces, c'est courageux, je fais preuve de bravoure, j'ai un instinct de survie incroyable. Sauf que dans la vraie vie, la branche, c'est le cou de la fille qui dort à côté de moi. Et qui m'a réveillé en me frappant au visage parce qu'elle n'arrivait plus à respirer. Mais vous imaginez le traumatisme? Non mais pas pour elle, hein. On s'en fout d'elle dans l'histoire. Pour moi, parce que être somnambule, il y a une forme genre de perte de contrôle, on ne sait pas vraiment ce qui se passe, on ne contrôle plus. Mais quand on commence à avoir un impact sur l'intégrité physique de la personne qui dort avec vous, non mais où ça s'arrête? Où je vais m'arrêter? Genre je vais prendre ma voiture puis je vais aller étrangler la boulangère? Non, c'est effrayant. Il y a eu une histoire que je vais vous raconter. C'était avec ma blonde, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. J'avais plutôt épargné elle, je vous dirais, à l'époque. J'avais pas eu d'accès de somnambulisme. Jusqu'à ce jour où je me réveille, j'ouvre les yeux, et là, j'ai sa grosse tête, qui est genre juste à côté de la mienne. J'ouvre les yeux, je la vois qui me regarde, un peu flippant déjà, un grand sourire, ça se voit qu'elle est heureuse, elle dégage de la joie de vivre. Et là, elle me dit, oh, waouh, Adrien, oh, hier, ah non mais tu m'as surprise, hein. Ah non mais j'y crois toujours pas, je veux dire, je savais même pas que t'avais ça en toi. Quoi? Je n'ai aucune idée de quoi elle parle à ce moment-là. J'ai comme des bribes de rêves qui remontent à la surface. Il y a des Allemands, il y a une histoire de fin du monde et moi qui dois sauver ma patrie. Genre, un rêve classique. Elle voit que je comprends pas, puis elle m'explique. Apparemment, à 2 h du matin, je me suis réveillé, je me suis assis dans le lit et sans un mot, sans un regard, je l'ai saisi par les hanches, je l'ai retourné, je lui ai apposé un oreiller sur l'oreille en lui ordonnant de se taire, car sinon ils allaient nous entendre, je ne sais pas qui, et j'ai commencé à lui faire l'amour brutalement en lui criant des insultes en allemand. Nein, 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 du bist eine große Scheiße! Quoi? Ah, je suis bouche bée là. Et là, elle me tue, elle me porte l'estocade en me disant « J'avais jamais eu un orgasme aussi fort. » C'est qu'en fait, c'est vrai, j'avais eu un orgasme aussi fort, mais surtout, elle n'avait jamais eu d'orgasme avec moi. C'est des choses qui arrivent, je veux dire. Puis, genre, moi, je suis quand même quelqu'un d'assez cultivé, puis assez instruit. Je lis des livres, j'écoute des podcasts. Je veux dire, je sais ce que c'est, moi, que l'orgasme féminin. Je veux dire, mais bon, ça arrive pas souvent. C'est compliqué ces trucs-là. Et puis, dans tous les cas, ça sert à rien dans la reproduction. Donc, faut pas, ça sert à rien que je me stresse avec ça. Ça suffit là, arrêtez. Bon, passons. Mais ce qui est intéressant avec cette histoire, c'est que à partir de là, notre rythme de vie a complètement changé. Dire, déjà d'une, on faisait de moins en moins l'amour. Bon, c'est normal, ça faisait 2 ans qu'on était ensemble. Mais ce qui était vraiment bizarre, c'est que elle commençait à me faire boire des tisanes à tous les jours. Je rentrais du boulot, et là j'avais une tisane qui m'attendait, c'était camomille, tilleul, verveine. Oh, ça assomme des tisanes quand même. Et surtout, on commençait à se coucher de plus en plus tôt. Mais genre, super tôt quoi. Genre en 6 mois, on se couchait tous les soirs à 21 h et on faisait plus du tout l'amour. Non mais on avait comme projet d'avoir des enfants tous les deux. Ça ne fonctionne pas comme ça, c'est paradoxal. Mais si je dois être honnête avec vous, c'est qu'à côté de ça, elle était
elle était heureuse. Je l'avais pas vue comme ça depuis je sais pas combien de temps, quoi. Et puis elle avait retrouvé une belle peau, elle était comme un fruit gorgé de sucre, elle avait les cheveux brillants, elle souriait à tout le monde, elle était étincelante. Et surtout, c'est que malgré notre abstinence, elle racontait à tout le monde que j'étais un magnifique amant, et qu'en plus, à côté de ça, j'étais un peu son meilleur ami, son confident. Alors moi, un petit mensonge comme ça, surtout quand ça touche à l'intimité, moi ça me dérange pas, hein. Ça allait très bien. Jusqu'au jour où elle était dans la salle de bain, j'entends crier, elle sort de la salle de bain, elle a comme un petit stylo blanc à la main, et là elle vient me voir et elle me dit « Adrien, je suis enceinte, ça y est !» Mais de qui ? Mais comment as-tu pu me faire ça ? À moi, après tout ce qu'on a vécu, dis-moi son nom, de qui t'es enceinte ? Mais Adrien, de toi ? Mais comment ça Mais quoi ? De moi ? Et là, j'ai tout compris. Tout a commencé à faire du sens. Le somnambulisme, les tisanes, le fait de se coucher tôt, l'abstinence. 9 mois plus tard, elle donnait naissance à la petite Morphée. Ah, belle comme sa mère, malgré le nez de son père. Je sais, cette histoire peut sembler improbable. C'est une histoire à dormir debout. Et pourtant, c'est mon histoire. L'histoire d'Adrien, l'ami au grand cœur et l'amant aux yeux fermés. Oui. Le décor, mon Adrien. Hein, on le sent, la recrue dans Adrien. Hein, tout est propre. Ça n'a pas été utilisé. Un décor symétrique, bien placé. Et étonnamment, je me suis pas endormi. J'ai compté les moutons dans le cadre et je ne me suis pas endormi parce que tu m'as tenu éveillé. Ouais. J'étais intrigué par ton histoire, Adrien. Et ça m'a permis aussi de constater qu'Adrien est un grand collectionneur. As-tu remarqué ici en arrière, hein? La collection de mini contrebasses que Adrien a sur son mur? Il les fait pousser, mais à l'envers. En plus, il fait sécher. Bien, il y a la table tournante. Pour nous rappeler le côté que l'histoire tourne. Puis ça, là, c'est nos premiers matchs d'outre-mer. Fait qu'il faut être... Oui, parce qu'il faut jouer avec des règles différentes. Peut-être que je ne suis pas un expert en balle molle, en balle donnée. Non, Ken, ce ne sera pas la balle lente. Ni la boulette. Ni la boulette, mais... Les terrains sont différents. Peut-être qu'ils jouent à 15. En Europe, les terrains sont différents. Ils jouent à 15 potentiellement. Puis je suis pas sûr qu'ils tournent du même sens. Fait que faut qu'ils s'adaptent. Mais là, je pense qu'on a, Léopold, si tu permets. Vas-y. On tente de jouer dans la menterie différemment. On pousse plus loin. Adrien se met dans la catégorie, dans la division outre-mer. Je ne crois pas qu'il est français. Et ça n'a rien à voir avec son accent. C'est qu'il parle de sa copine, sa conjointe, sa chiquitas, sa concubine. Il utilise le mot blonde. Il n'y a aucun Français qui utilise le mot blonde. Je doute qu'il soit... Donc, belle utilisation, transformer son accent pour avoir un personnage Adrien, ça renforce la menterie. Fort. Très fort. Tout le long, moi, je me demandais, est-ce qu'il dort? Parce que si vous regardez comme il faut, il s'est peint des yeux ouverts. C'est donc le somnambule qui nous parle. Tu le vois? Ben oui. Et dans son somnambulisme, je ne sais pas si tu as remarqué, il parle en allemand. Oui, j'ai remarqué. Ça, tu me permets, Léopold, je vais utiliser un accessoire. Le bâton poivrière. En utilisant l'accent allemand, ils viennent d'épicer sa menterie. Et ça va faire fureur. Oui, Léopold, et j'ai fait des recherches. J'ai passé les phrases qu'il dit dans le Google Translate et ça dit « Fais tes valises, on part en Asie ». Alors, bon voyage en Chine, mon Adrien. Deuxième joueuse de la division Outre-mer, Caroline Castelli, native de Seine-Saint-Denis, en France. Elle nous arrive avec une histoire de révolte. À ton tour, Caroline.
Bonjour, voilà, c'est Caroline. Je vous dis un petit coucou de Bourgogne, en France, là où il y a un bon vin qui s'appelle le Pommard, la moutarde de Dijon et toutes ces bonnes choses qui accompagnent des bons repas. Et en fin de compte, mon histoire, elle se passe pas en Bourgogne, il faut être clair. Moi, je viens du 9-3, je viens du 93, 9-3 Department, près de Paris. Et j'étais au lycée avec plein d'amis et souvent on était là, on avait un peu le vague à l'âme, on savait pas trop quoi faire. Et un jour, il y a une de mes copines qui me dit ouais, on devrait faire une manifestation. Une manifestation, oui, ok, mais on va manifester pourquoi? Elle dit je sais pas, on va trouver, faut chercher un petit peu par-ci, par-là. Elle dit par exemple, moi il y a quelque chose qui me révolte. Je dis ah bon? Je dis qu'est-ce qui te révolte? Elle me dit bah voilà, la lune. 3 nuits par semaine. Elle disparaît. Pourquoi? Quelqu'un l'empêche de venir? Si ça se trouve, elle est emprisonnée pendant 3 nuits. Alors qu'elle, elle voudrait briller toutes les nuits. Donc, il faut qu'on manifeste pour libérer la lune. Moi, on était quelques-uns, là, on s'est tous regardés. Ouais, pourquoi pas? Après tout, c'est un beau combat, vouloir libérer la lune. On prépare donc tout, on fait des banderoles avec « Libérons la Lune » écrit dessus, on décide que ça va être sur le parvis de Notre-Dame à Paris, qu'on va ramener des thermos de café, de thé, un peu de musique, la guitare. Et nous voilà partis pour manifester pour la nuit, parce que justement cette nuit-là, la Lune était pleine et on voulait lui rendre hommage et lui dire qu'on était avec elle et qu'on voulait qu'elle brille toutes les nuits et qu'on était là pour la libérer. On s'est donc installé sur le parvis de Notre-Dame, bien tranquillement, au début. Puis après, les gens sont venus, ont discuté avec nous, ont bu le café, le thé. Fil du temps, on commençait à comprendre notre combat et avec nous, ils ont scandé « Libérons la Lune, libérons la Lune, libérons la Lune ». Bon là, c'est vrai qu'on était de plus en plus nombreux et il y a la police qui est arrivée. Alors, ils sont arrivés à 2 fourgons, un à gauche du parvis, un à droite du parvis. Ils sont arrivés masqués, habillés comme Terminator ou je sais pas quoi, là. Tu sais, les guerriers du futur, avec leurs armes et tout. Et ils sont arrivés jusqu'à nous, puis ils ont lu ce qu'il y avait décrit sur la banderole. « Libérons la Lune ». Il y a eu un moment de silence. Il y en a un, il nous a regardés, puis il a fait « Mais vous êtes là pourquoi ?» Alors on lui a expliqué, on lui a raconté ce qu'on voulait, que la lune elle brille toutes les nuits, parce que c'était pas normal qu'on la tienne prisonnière, pourquoi elle n'avait pas le droit de briller toutes les nuits, etc., etc. Il est tombé d'accord avec nous. Possi, il a dit, bah oui, c'est vrai, en fin de compte, nous, ça nous arrangerait bien qu'il y ait la pleine lune toutes les nuits. Oui, allez-y, continuez de manifester, si seulement ça pouvait marcher. Et les policiers sont partis. Alors là, bon, on a sorti la guitare, on a inventé une petite chanson... Libérons la lune, qu'elle brille toutes les nuits, nuits, nuits. Libérons la lune, qu'elle brille toutes les nuits, nuits, nuits. Est arrivé le petit matin, il était temps de rentrer. Et c'est là qu'il y a un jeune homme qui est arrivé d'incroyable, pâle comme la lune, des yeux de braise, et puis des cheveux dans le vent, comme s'il y avait quelqu'un avec un sèche-cheveux derrière là qui était en train de faire pia, 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 pia. Il s'est approché de nous, puis on a discuté un petit peu avec lui, il avait l'air très philosophe. Et soudain, il nous regarde et il dit « Mais dans tout ce que j'entends de ce que vous me dites, moi, il y a quelque chose là qui me turlupine. La lune. Est-ce qu'elle aurait pas envie de se reposer 3 nuits par semaine ?» Là, on s'est tous regardés. On n'avait jamais vu cette affaire de ce côté-là. Mais maintenant qu'il le disait, ça devenait une évidence. Évidemment. Bien sûr qu'il faut qu'elle se repose la lune, mais on est des tortionnaires de vouloir qu'elle brille toutes les nuits. Ah, ça nous a... d'un coup, hein. On lui a dit merci, parce que sans lui, on n'aurait pas compris notre erreur. On est rentré chez nous et le lendemain, on s'est vu à l'école parce qu'on avait cours d'allemand ensemble. On s'envoyait des petits mots, vous savez, pendant que la prof elle parlait. Ouais, tu te rappelles hier et tout, c'était trop bien, la manifestation, nanana.
Puis il y a ma copine qui me dit, ouais, il y a une interro de maths, tu te rappelles, qu'il fallait faire rendre... Je dis quoi? Moi, j'avais oublié, moi. Je lui dis, vas-y, passe-moi la tienne, je vais copier et tout. Puis hop, j'étais sur ma petite table comme ça à l'école, et je commence à recopier quand tout d'un coup, la prof d'allemand, elle arrive. Elle vient comme ça, elle me fait, Castelli. Je dis, oui, quoi? Alors, comme ça, on passe la nuit sur le parvis de Notre-Dame. Je dis, mais comment est-ce que c'est ça? Elle me dit, vous êtes passé sur le journal? Vous êtes au courant? Oh, c'est pas vrai, c'est pas vrai. On est passé sur le journal, elle dit, oui. Elle dit, alors c'est sûr que là, et là elle prend ma feuille comme ça, elle fait, c'est sûr que vous n'avez pas eu le temps de faire votre exercice de maths et qu'il faut que vous le fassiez en cours d'allemand. Elle a pris ma feuille comme ça, puis elle l'a déchirée. J'ai dit, mais madame, j'ai dit, depuis tout à l'heure, je recopie, vous vous rendez pas compte, il y avait une phase, 2 phases, 3 phases, j'étais prête à finir la 4e, là. Et vous m'avez déchiré tout ça. Elle dit, mais tu n'as pas le droit de faire tes exercices de maths en cours d'allemand. Et là, la moutarde m'est montée au nez. Et quand la moutarde me monte au nez, je suis un peu comme Hulk. Vous voyez, Hulk, il devient vert et tout, il devient énorme. Moi, c'est pas vraiment, je deviens pas verte. Mais je peux plus contrôler mon énergie. Et j'ai soulevé la table comme ça et j'ai dit, Hulkette! Là, dans la classe, tout le monde savait, hein, ils me connaissaient. Hein, quand je commençais à crier Hulkette, où fallait se sauver, où fallait plus bouger et se cacher. Hein. Mais le problème, c'est que quand j'ai soulevé la table, elle m'a échappé des mains. La table, elle a été s'accrocher à la lampe qu'il y avait en haut au plafond. Et quand elle est retombée, la table, elle a fait tomber la lampe. Et la lampe, elle a fait un trou dans le plafond. Et puis du coup, ça a fait une fissure. Puis on a commencé à entendre une espèce de bruit. Alors tous, on est partis en courant de la classe. On a dit, au secours, ça va s'écrouler. On est tous partis, on est tous allés dans la cour. Et là, on a vu, gravat par gravat, le lycée s'effondrait comme un château de cartes, comme les trucs qu'ils font là avec les dominos, tu sais, boum, 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 boum. Moi-même, je m'étais mis avec mes amis, je m'étais fait vraiment un peu genre petite. Et j'entends Castelli! Non. C'était le CPE. Il me dit, alors, c'est quoi votre explication cette fois-ci? Ben, j'ai pas dû faire une menterie suffisamment plausible pour que il accepte mon explication. Alors du coup, j'ai été virée 3 jours et puis après, il a fallu faire des bâtiments provisoires pour remplacer le lycée en attendant qu'eux. Et... Voilà. Donc c'était ma menterie, c'était mon histoire. Et je vous embrasse tous. En même temps, je le sais pas trop. C'est-tu intérieur, c'est-tu extérieur? Pour moi, c'est semi-extérieur. Là, on parle du champ arrière. Au champ gauche, on est plus à l'extérieur. Champ droit, on est plus à l'intérieur. Mais Léopold, je t'arrête. Caroline nous amène dans une région haute en couleurs, la Bourgogne. Vraiment? Qui est une couleur tertiaire. Dans le cercle chromatique du même nom. Tout à fait, tout à fait. Alors, l'utilisation de la couleur est toujours appropriée pour mentir. De toute façon, je ne sais même pas c'est où, la Bourgogne. Oui, on ne nous donne pas grand indice, mais par contre, on nous parle encore une fois de nourriture, parce qu'on sent qu'il y a un filon ici. Et moi, dès que tu dis moutarde de Dijon, tu gagnes des points pour moi. C'est ça. Et ça, la moutarde de Dijon, on sait que ça vient de Dijon. Je sais pas plus c'est où. Mais est-ce que c'est aussi dans le 9-3? Parce que le 9-3 représente a été mentionné. Oui. Pas loin de Paris. Semblerait-il. Fait que je parie qu'on va trouver c'est où d'ici la fin de la menterie. Et on salue tous les représentants du 9-3 du plateau. Hein, ça nous permet de les saluer. Voilà. Fait que c'est toutes des votes. Hein, parce qu'on a beau être une ligue mondiale, je veux dire, on peut voter localement. Ben oui! Consommer local quand c'est loin. C'est ça qu'il faut faire, Léopold. Bon, là, parlant de l'étrangeté de l'outre-mer, les nuits de Paris. Semblerait-il que ce sont les plus belles nuits à travers le monde. En fait, tous les Français disent ça. Voilà. Mais sauf que 3 nuits par semaine, pas de lune. C'est peut-être la face cachée de la France, Léopold? Assurément. Et puis, la lune, c'est qu'à quelque part, la sainte patronne des balles. Tu fais référence à cette balle molle, cette softball, ou des fois, pour les autres, la petite balle.
Certains l'appelleront la boulette. Non, arrêtez-moi ça. Mais malgré tout que la Lune voyage lentement dans le ciel. Vrai pour Ken. Donc, il y a une idée de la menterie dans la menterie. Tu sais, c'est comme... Ça, Léopold, c'est une excellente technique pour mentir. C'est mentir dans la menterie. Et ça, dans le jargon du métier, on appelle ça de la mentorinception. Oh! C'est être dedans une menterie qui nous ment pour te faire à croire. Mais là, en même temps, est-ce que 2 négatifs donnent un positif, donc tout ça serait la vérité C'est comme nous mentant? C'est une balle glissante. Pour moi, c'est une balle glissante. On ne sait pas par quel bord la frapper. C'est ça? Donc, mais moi, ça fait mon affaire, parce que si ceci est une menterie et qu'un gant de baseball serait mon tympan, c'est ça que je veux. Que ça rentre dedans. Prochain joueur à venir au bâton dans la division Outre-mer, Luigi Rignazzi. Originaire d'Italie, résident de la France, il nous arrive avec une histoire de Mozza Rossignol. À ton tour, Luigi. Le 16 mars 2020. Le lundi 16 mars. J'attends mon ami Sébastien Gaxi, compositeur de musique contemporaine. Il vient chez moi, il rentre de Marseille, il remonte à Paris où il habite. Et il se dépêche car ce soir-là, Macron fait son discours et tout le monde s'attend au confinement. Et quand il arrive, les embrassades, voilà longtemps que nous ne sommes point vus. Et puis, nous écoutons le discours du président. C'est la guerre. C'est la guerre. L'autre est le danger. Les enfants, attention, c'est la guerre. Mais nous allons réinjecter de l'argent dans l'économie. Macron, un coup de Marx. Et ça repart. Nous sommes dubitatifs avec mon ami. C'est la guerre, ça me tord le ventre. Et puis Sébastien dit qu'il faut être musical, jouer sa partition sur l'instant présent en harmonie avec le grand tout pour faire sonner le monde pour demain. Ma foi, beau programme, on s'y applique, on mange bien, on boit, et puis on part faire une promenade digestive jusqu'au sommet du Pin Blanc, la colline qui se trouve en face de chez moi. Arrivé là-haut, minuit sonne au clocher. Et dans le silence absolu de la nuit, nous entendons le premier chant de rossignol du printemps. Et là, mon ami devient fou. D'un seul coup, il prend sa tablette dont il ne se sépare jamais, tourne les pages et là, une partition apparaît et il commence à chanter avec le rossignol et à anticiper son chant. Et quand le cycle de l'oiseau se termine, il se met à danser dans la colline. Je danse avec lui sans savoir ni pourquoi ni comment et il m'explique que le Mozart Rossignol est arrivé à Niozelle. Je ne comprends pas. Alors il me dit, en 1956, Peter Marler, un éthologue, zoologue, enfin quelqu'un qui s'intéresse à la vie des animaux, a pris l'habitude à chaque printemps d'aller dans les jardins de l'université de Californie. Là, il se pose et il écoute le chant des rossignols au printemps. Et depuis 3 ans, 4 ans, il est particulièrement motivé. Il a lu dans la théorie de l'évolution de Darwin que les rossignols, quand ils naissent, ne savent pas chanter. Il leur faut un maître, leur père ou un autre rossignol. Et là, au bout de 3-4 ans d'apprentissage, ils sont capables de chanter leur propre mélodie, d'improviser et de recopier et d'inventer. Et Darwin rajoute, j'ai tenu à donner les détails qui précèdent pour montrer qu'une tendance instinctive à acquérir un art n'est pas réservée à l'espèce humaine. On est loin de la théorie de l'évolution. Et ce jour-là, Peter Marler voit le petit rossignolet qu'il suit depuis 4 ans
il est sur une branche du cèdre et il chante à tue-tête. Un chant tellement beau, tellement merveilleux que tous les oiseaux se taisent pour écouter. Le monde fait silence pour écouter le chant d'amour du rossignol. Et un gros chat avance sur la branche sur laquelle il chante. Peter Marler voit la scène, mais lui, il respecte tellement la nature, et puis, concentré par le relevé du chant de l'oiseau, il ne peut rien faire, et le chat s'approche. L'oiseau chante, le chat s'approche. Et d'un coup, quand le chant est terminé, le chat mange l'oiseau. Et Peter Marler a appelé ce chant le Mozart rossignol. Dix ans plus tard, Olivier Messiaen se trouve en vacances sur la Côte d'Azur, invité par une riche héritière américaine, Jenny. Jenny a une villa, la villa de la Madone de la Guadalupe, qui domine la baie des Anges. Et là, sur la terrasse, éclairée par les rayons rouges du soleil couchant, une grande volière sur la terrasse, Olivier Messiaen et Jenny boivent l'apéritif et discutent. Et à un moment donné, Olivier tend l'oreille. De la volière s'élève un chant de rossignol. Alors il prend son calepin, il note et, après 2 lignes, il se met à rire. Et il dit à Jenny, c'est le Mozart rossignol. Et il lui explique toute l'histoire. La transmission orale est arrivée jusqu'en Provence de Californie. Comment est-ce possible? Alors Jenny explique, ah oui, j'ai acheté les rossignols en Amérique. Et puis je les ai fait venir ici parce qu'ils chantent très bien. Oh, quelle belle histoire. Aussi, dans notre classe sociale, nous transmettons des valeurs. Et on ne peut pas se marier avec n'importe qui, Olivier, vous comprenez? Alors, mais quand même, je vais faire une action de grâce. Et là, elle se lève comme une folle et elle va ouvrir la cage aux rossignols qui s'envolent dans le ciel au-dessus de la Méditerranée. Et 55 ans plus tard, le chant est arrivé jusqu'à Niozelle, jusque dans mon village. Le Mozart rossignol. Le lendemain, Sébastien est parti à Paris et moi, j'ai commencé le confinement. Et toutes les nuits, durant les 2 mois que ça a duré, je suis allé au sommet du Pin Blanc écouter les rossignols chanter. Motivé. Celui qui chante mal n'aura pas d'amour pour l'année. Messieurs, et c'est la première fois que j'ai vu le printemps jour après jour pousser sous mes yeux. Chaque jour, j'étais disponible pour les collines, le chant des rossignols et les bourgeons et les fleurs. Alors je souhaite à chacun d'entre vous un jour d'entendre le Mozart rossignol, de l'entendre suffisamment longtemps pour pouvoir le chanter dans son cœur au moins et le porter ailleurs. Bonne soirée. Léopold! Toi, je le sais, Léopold, on le sent. Léopold, là, toi, expert en décor, en scène arrière, en objets, accessoires. Le fond noir. Le fond noir. Je comprends ta déception. Moi aussi, Luigi. J'aurais aimé ça que tu nous présentes la Sicile, la Toscane, la Méditerranée, un arrière avec le Vatican. Oui, mais tout ça, André-Marc, Oui. c'est derrière le rideau. Tout ça, André-Marc, c'est derrière le rideau. C'est fort, Luigi. Tu nous mets dans notre tête les images au lieu de nous les représenter. Belle technique, Luigi. J'adore ça. Un point. Puis là, je vais parler de la chemise, parce que j'aime les chemises quand il n'y a pas de décor. Oui, La chemise noire. Et que c'est toutes les couleurs ou c'est aucune couleur, mais c'est ça que c'est. mais c'est correct. Il nous permet de rentrer dans son univers, d'aller ailleurs et de nous faire à croire qu'il sait jouer de la musique. Ah, ça, je l'avais pas vu venir. Non. Pour un gars qui sait pas jouer de la musique, jouer aussi bien, ça, c'est de l'acteur studio, ça, Léopold. Oui, c'est une catégorie à part. Je veux dire, j'y ai cru. Moi, j'ai adoré. Tu joues, enfin, tu joues. Merci beaucoup. Puis, on parle toujours des vieux continents. Oui, c'est vrai, les Donc, vieux pays. Oui, voilà.
Puis là, tu nous arrives avec une menterie contemporaine, tu sais, avec une date, là, 16 mars, Macron. C'est récent. C'est récent, là. Mais en même temps, Léopold, si tu permets, Vas-y, remarque. il nous parle de personnes que je ne connais pas. Il fait la nomenclature de personnes dont je n'ai jamais entendu. Léopold, c'est qui ça, Darwin? Darwin. Moi, je trouve que tout ça, ça manque d'évolution, Luigi. Attention. Ben, en même temps, Peter Marler, de tous ces personnages qui nous nomment, comme on ne sait pas trop s'ils sont morts ou vivants, ils jouent encore sur enterrer l'histoire, là. Effectivement, personne pour le contredire. Personne pour le contredire. Et il nous parle du Mozart Rossignol. Un des points forts. Un des points forts. S'imagine que c'est un léger clin d'œil aux Blue Jays de Toronto. Peut-être pas de la même couleur, puis c'est pas le même oiseau, mais c'est un bel effort. Toutefois, j'aurais aimé ça que ça se passe peut-être au Québec. On aurait pu parler de Laluigi en colère. Oui. Ce qui nous aurait amené sur une autre piste. Encore une fois, poétique. Oh oui, On joue la poétique, fibre. poétique. Puis, certains vont jouer le chat, Oui. d'autres vont jouer l'oiseau. Dernière joueuse de la division Outre-mer, Marion Lo Monaco. Directement d'Augeux-les-Bains, au pied des Pyrénées, elle nous arrive avec une histoire d'évasion. À ton tour, Marion. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors je m'appelle Marion, je vous parle depuis le sud-ouest de la France, une petite commune qui s'appelle Augeux-les-Bains, au pied des montagnes des Pyrénées. Et si j'apparais sur vos écrans aujourd'hui, c'est que vous êtes sûrement en train de suivre la Ligue mondiale de la menterie, à laquelle je suis très honoré de participer, gracieusement invité par les organisateurs. Alors, ce que je vous dis d'emblée, c'est que le récit que j'ai choisi de vous raconter me disqualifiera peut-être. Bon, bref, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que, eh bien, je vais vous raconter un mensonge, vrai. Un vrai mensonge. Et ce mensonge-là, en plus, va être tronqué. Alors, ça ne jouera peut-être pas non plus en ma faveur, mais tant pis, c'est cette histoire que j'ai eu envie de vous raconter. Je l'ai tronqué parce que j'en suis maintenant à ma 21e prise pour essayer de réduire 48 heures d'une vie, même mensongère, en 8 minutes maximum. Eh bien, je vous le dis tout de suite, j'ai échoué. À chaque fois. La 20e prise, là, celle que j'ai faite juste avant d'enregistrer celle-là, je me suis dit, c'est bon, ça y est, enfin, je vais pouvoir vous livrer mon histoire. Et quand je me suis retournée pour aller derrière la caméra, il y avait marqué 12 minutes. Et je me suis décomposée. Mais pas tant que ça, parce que ça me fait plaisir de vous la re-raconter, cette histoire. Elle s'est passée il y a 2 ans. Il y a 2 ans, j'avais encore ma grand-mère maternelle que j'adorais, que j'appelais Mamilou. Et à cette époque-là, cette Mamilou vivait en maison de retraite. Et l'arrivée de ma grand-mère en maison de retraite avait été toute une histoire dans ma famille, parce que le choix n'avait pas été unanime et je faisais partie des opposants historiques à ce qu'elle intègre une maison de retraite et certainement pas cette maison de retraite-là. Manque de moyens qui se traduisait par de la maltraitance involontaire, énormément d'infantilisation des personnes âgées qu'on mettait dans une position très très régressive. Enfin voilà, je ne suis pas là pour faire le contre-plaidoyer de certains établissements en France, mais celui-là répondait à plusieurs critères qui ne me convenaient pas du tout. Et bref, un jour, en pleine semaine, ma grand-mère m'appelle et elle me dit que le jour même, un certain monsieur Victor, un résident de la maison de retraite que moi je ne connaissais pas, les avait prises à part, elle et une autre résidente, une madame Angela, une dame qui était sicilienne, les avait prises à part, qui s'étaient enfermés tous les 3 dans les toilettes pour pas prendre le risque d'être dérangés par une ouverture inopinée de la porte de la chambre ou quoi que ce soit. Donc il les avait réunis ici pour leur raconter qu'il avait découvert que le soir même, ils allaient se faire euthanasier. Alors euthanasier contre sa volonté, on appelle ça un assassinat. Donc assassiné par empoisonnement, elle me raconte, à leur prochain repas, qu'ils ne passeraient pas la nuit. Pourquoi? Pour libérer des chambres, des lits, que ça s'était fait avant eux, que ça se fera après eux, et que pour braver la fatalité, il leur proposait de s'évader. Qu'il avait préparé tout un plan pour s'évader du parc de la maison de retraite et sortir par la grande porte.
Alors ma grand-mère me raconte ça, et moi en y allant sur des œufs, et voilà, elle commençait à montrer quand même beaucoup de signes de fragilité à cette époque-là. J'émets des doutes, je dis que voilà, cette maison de retraite, effectivement, ce n'est pas une sinécure, mais de là à assassiner des résidents, je n'en étais quand même pas sûre. Et elle me dit direct, non, 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 mais moi j'y crois pas. J'y crois pas. Je dis bon. Elle me dit par contre, ça m'intéresse cette histoire d'évasion. Elle a commencé à me dire qu'elle aimerait bien en profiter pour faire une petite balade en dehors de la maison de retraite, mais sans signer de papier d'autorisation. Ça lui disait bien de faire une dernière virée dans la vieille Jaguar de son René. Alors son René, c'était son défunt mari, mon grand-père, que moi je n'ai pas connu parce qu'il est mort trop jeune, trop tôt. Elle me dit ça, et je lui réponds d'emblée, ok. J'ai pas réfléchi. J'ai pas réfléchi parce que c'était quoi? C'était un pied de nez à la maison de retraite, à la direction de la maison de retraite, contre laquelle je bataillais, voilà, pour les raisons que je vous ai racontées. Et c'était un pied de nez contre les personnes de ma famille qui avaient choisi de la placer là. Donc j'avais l'occasion de à la fois faire un petit peu chier mon monde, et en même temps de faire plaisir à ma grand-mère chérie. Donc l'après-midi même, j'avais les clés de sa maison. Je vais chercher la vieille Jaguar déglinguée, vraiment une vieille carlingue. Je passe chez le garagiste juste pour m'assurer qu'elle peut faire quelques centaines de kilomètres. Pourquoi quelques centaines de kilomètres? Parce qu'avec ma grand-mère au téléphone, on s'était mis d'accord pour aller jusqu'en Charente, où elle avait sa maison natale là-bas, qui est un endroit où j'ai passé beaucoup de temps petite. Et que voilà, les deux autres personnes, M. Victor et la Madame Angela, on les déposerait où ils veulent, dans Paris ou en région parisienne. Donc, juste le temps de préparer les affaires, et me voilà à 5h45 du matin, en pleine nuit encore, devant les grilles de la maison de retraite. Petit appel de phare et bruit de moteur. Les grilles du parc s'ouvrent. Et là, je n'ai pas pu m'empêcher. Je savais qu'il fallait faire discret, mais c'était quoi? C'était le road movie, c'était le film vivant, c'était Thelma et Louise. J'ai pas pu m'empêcher de faire couiner un tout petit peu le moteur et d'arriver en trompe dans l'allée principale de la maison de retraite. Dérapage, nuage de poussière, tout était parfait. Nuage de poussière qui s'est dissipé sur 3 petits vieux qui étaient plantés là. Alors ma grand-mère qui m'attendait, le sourire accroché jusqu'aux oreilles avec le bip de la grille dans la main. Le monsieur Victor qui n'en croyait pas ses yeux, qui avait ses bras qui tombaient jusqu'à terre, parce qu'en fait ils n'étaient pas au courant, je vais vous dire pourquoi. Et la Madame Angela qui était accrochée là à sa peau de renard qui lui serrait le cou. Il se trouve qu'apparemment, je l'ai su après, mais le plan du monsieur Victor pour s'évader s'est tombé complètement à l'eau, et que de son côté, ma super grand-mère s'était quand même occupée de voler le bip de la grille. Bref. Là, je fais signe à tout le monde de monter, et j'ai un premier coup de pression quand je vois une fenêtre de la maison de retraite qui s'allume. Alors je fais signe d'accélérer le rythme, en même temps moi je regarde le temps qui me reste, pas beaucoup. Je fais signe d'accélérer le rythme, ma grand-mère monte à l'avant, la Madame Angela, comme elle peut, s'installe à l'arrière, difficilement. Une deuxième fenêtre s'allume. J'ai la pression qui monte. Le monsieur Victor rentre, il va pour fermer la portière de la voiture, mais au dernier moment, il dit « Oh, attendez, je voudrais faire un dernier truc, s'il vous plaît. » Et il sort. Moi, pendant ce temps-là, je vois une ombre passer aux fenêtres. Le monsieur court comme il peut jusqu'au mur du bâtiment, et là, le gars se plante devant la caméra de surveillance. Il ouvre le bouton de son jean, baisse sa braguette, sort son kiki, et pisse sur le mur, devant la caméra de surveillance. Il remballe le tout, il fait un salut, et il arrive en courant, en s'accrochant à la portière et en refermant. Là, j'appuie sur l'accélérateur, une infirmière sort, intérieurement je me décompose, mais je passe les vitesses et on sort de la maison de retraite, on disparaît dans la rue à droite. Et mesdames et messieurs, on caracole dans les rues encore sombres de la banlieue parisienne. Il n'y avait personne dans les rues, il faisait quasiment nuit encore, il n'y avait que les chiens pour nous regarder passer. C'était dingue, c'était dingue. Toutes les fenêtres étaient ouvertes dans la Jaguar, le vent entrait en rafale, et ma grand-mère était aux anges. Pardon, j'ai un peu l'émotion qui monte en pensant à tout ça.
Je l'avais jamais vue aussi heureuse depuis que je la connaissais. Elle passait sa tête à la fenêtre, ses petites mèches, ses petites boucles blanches mauves lui fouettaient le visage. Victor, lui, il s'accrochait à l'appui-tête de ma grand-mère, il était derrière, et il me criait « Plus vite, jeune fille !» Angela, elle, toujours accrochée à sa peau de renard, elle claquait des dents, pleurait des yeux, et finalement, hop, j'ai presque fini, on arrive dans Paris intramuros, parce que donc on était en banlieue, Paris, les quais de Seine, un pont enjambait le fleuve, j'emboîte sur le pont, on se propulse en l'air, et pac, on arrive de l'autre côté. On entre dans Paris, et la suite de l'histoire, eh bien, c'est des surprises, des péripéties, des hicks et des hacks. Ça s'est pas passé tout comme prévu, finalement, on s'est arrêté en Charente, mais on a continué le voyage un peu plus loin que ça. Je peux pas vous en dire plus. Il y a eu des moments difficiles, mais il y a eu surtout des moments très très forts. À tel point que c'est cette histoire que j'ai eu besoin de vous raconter aujourd'hui pour la Ligue internationale de la menterie. Et je vous dis merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et à bientôt peut-être. Non, Léopold! Grand amateur de décor, d'arrière-scène. Oui. Tout est là! Sauf que les affiches sont juste à demi. Ah, t'es demi-satisfait, c'est ça que tu vas me Voilà, dire? je suis à moitié satisfait. Léopold, pourtant, Marion commence avec une menterie en nous disant que ça fait 21 fois qu'elle s'enregistre et on sent encore la saveur et la fébrilité de la première prise. Forte, hein? C'est fort, ça nous fait à croire que ça a été rodé, dit et redit quand tout est là. Bravo, Marion. Mais Léopold, un petit bémol, tu peux pas enchaîner une menterie comme ça avec une autre menterie en disant que tu viens de Haut-Gelée-Bain. Non, parce qu'elle est au jeu de la francophonie, elle a été aux Jeux olympiques, mais au Gelée-Bain. Moi, j'ai fait des recherches dans Google Maps, j'ai jamais trouvé Haut-Gelée-Bain. J'ai fait Google normal, j'ai rien trouvé. Pire, elle nous dit que c'est au pied des Pyrénées. Ben oui. Moi, j'ai fait mes cours de bio. Moi, j'ai eu un Pyrénées. Ben, bon, en plus. Mais moi, je le sais que les Pyrénées, ça se trouve pas dans le pied. C'est dans le bassin versant de n'importe quel affluent de montagne. C'est du mensonge géologique. Elle est une géologique. Encore du mensonge géologique. On est fort là-dedans. On nous amène ailleurs pour se concentrer sur ce qu'elle dit. Oui, puis ce qu'elle dit, en fait, elle commence en nous disant que c'est un vrai mensonge. Automatiquement, il y a une espèce d'ambiguïté, là, ambiguïté, oui. Un vrai mensonge. Qu'est-ce qu'un vrai mensonge? Là, soit elle ment aux organisateurs parce qu'elle dit une vérité, ce que j'ai toujours pas été capable de déterminer. Donc, soit elle ment aux organisateurs en disant une vérité, soit elle ment au public parce qu'elle dit un mensonge alors qu'elle dit que c'est vrai. Mais Léopold, est-ce qu'un vrai mensonge serait une fausse vérité ou une fausse menterie? C'est là qu'elle nous amène. Elle tend le piège, tisse sa toile comme une araignée pour nous englober, nous mettre dans le tympan qu'on n'entend plus rien, puis qu'on veut y croire que c'est pas vrai. Ou qu'on veut que ça soit vrai, ce qu'on croit pas. Je pense que c'est vrai. Moi, je crois pas. Je te mentirais pas en disant que... Ça, c'est vrai, mon Léopold. Et c'est ce qui conclut notre troisième match de la première ronde de la Ligue mondiale de la menterie, la LMM, pour la division Outre-mer. C'est maintenant le temps de voter. Vous allez voir ici dans le haut de l'écran un lien web pour aller voter pour votre meilleure menterie. On se voit pour le dernier match de la première ronde de la Ligue mondiale de la menterie, la division métropolitaine. À bientôt.